Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Comment on peut expliquer d'ailleurs tous ces mythes-là, que ce soit le sang, le parfum, les dragons, tous ces mythes qui se retrouvent dans toutes les cultures alors qu'elles se sont jamais rencontrées à l'époque. Ça montre justement l'importance du parfum dans toutes les sociétés. C'est fou ça. Le parfum est un produit qui marque toutes les sociétés, un produit qui est considéré comme ayant des pouvoirs. Comme ayant des pouvoirs de communication avec les dieux, des pouvoirs thérapeutiques. Et dès le départ, parce que les grandes fonctions du parfum, dès le départ, c'est d'établir une communication avec les dieux. Vous le rappeliez à Iona, que le parfum a été utilisé pour, comme la prière, communiquer avec les dieux. Le parfum s'élève comme la prière vers le ciel, et c'est un lien vertical entre les hommes et les dieux. Et dès le départ aussi, le parfum était considéré comme un médicament. On voit ça très bien dans ce fameux parfum égyptien, le kifi. 16 siècles avant Jésus-Christ, on a déjà la formule du kifi, un parfum égyptien qui servait à honorer les dieux lorsqu'on le brûlait, et aussi à soigner les maladies intestinales, pulmonaires et hépatiques lorsqu'on le buvait, et à détendre, comme le fait le vin, mais sans les effets de l'ivresse, lorsqu'on le respirait. Donc, dès le départ, ces deux grandes fonctions fondamentales du parfum sont inscrites dans les civilisations. Et aussi, alors les Égyptiens ont donné un rôle considérable au parfum parce qu'il n'y avait pas de possible vie après la mort sans embaumement, sans devenir soi-même un parfumé, un dieu. Exact. D'ailleurs, le terme embaumé est resté sur l'odeur. Voilà. Donc, ces grandes fonctions du parfum, elles s'inscrivent dès le départ et on les a oubliées un petit peu par la suite au XXe siècle. Lorsque la thérapeutique par le parfum a reculé avec la chimie, on a oublié cette grande fonction thérapeutique. Aujourd'hui, le parfum revient en force dans les hôpitaux. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais ça avait été mis de côté. Mais cette grande fonction du parfum, c'est ce qui a fait toute la force du parfum. Et c'est pour ça que le parfum hante toujours notre imaginaire. Parce qu'il a été doté de pouvoirs considérables. Pouvoir communiquer avec les dieux, pouvoir se soigner, c'est quand même, ce sont des choses fondamentales. Y compris sur le souvenir, je crois. La mémoire olfactive, on y travaille beaucoup en ce moment. Oui. Le côté Madeleine de Proust, un petit peu. C'est que ça nous rappelle. Oui, parce que l'odorat est très lié aux zones du cerveau qui sont liées à la mémoire et à l'émotion. Et les odeurs peuvent ressusciter des souvenirs très émotionnels, très vivants, plus qu'une photographie. Oui, c'est vrai. Alors vous parliez plutôt justement des processus de momification en Égypte antique. Oui. Et il me semble que tout cela a abouti, ces fameux mythes des aromates, à tout un marché illégal au XVIIe siècle. La momie. La momie, alors oui, et les aromates dans les sarcophages. Alors, les aromates dans les sarcophages dans l'Égypte ancienne, on utilisait essentiellement, on vidait le corps du défunt dans l'embaumement le plus luxueux. On vidait le corps du défunt et on le remplissait de myrrhe et de cannelle. Ensuite, on le refermait, on le lavait, on le mettait dans le natron pendant 60 jours. On l'enroulait de bandelettes qui étaient enduites de produits aromatiques. Et pendant les rituels d'embaumement, les officiants disaient aux défunts des phrases où on voit bien combien le parfum joue un rôle considérable. Ils disaient aux défunts voici venir le parfum qui vient du dieu Horus, qui vient de son œil, qui vient de son corps. Donc le corps, c'est le sang, là encore. Ouais. Il réunit tes chairs, il t'apaise, il va faire de toi un parfumé, un dieu. Et tu vas pouvoir à ton tour réjouir le cœur des dieux.
Donc, cette transformation du défunt par le parfum était nécessaire pour les Égyptiens à la vie après la mort. Et donc là, le parfum tient un rôle considérable. Évidemment. Et donc, Ayona disait, il y a eu au XVIIe siècle, c'est ça? C'est ça. C'est quoi cette histoire? Les gens se battaient pour avoir ses propres produits, là? Alors, c'est même avant le XVIIe, ça commence dès le Moyen-Âge. Dès le Moyen-Âge, les apothicaires vont aller chercher on vend aux apothicaires plutôt des restes de momies. Des restes de momies égyptiennes, des restes de produits donc, qui ont été travaillés par les ingrédients aromatiques. Et ces restes de momies sont vendus par les apothicaires pour se protéger de la peste. Alors, on les porte en médaillon, c'est ce que faisait François Ier. Il portait de la momie dans un médaillon, on peut voir ça sur certains tableaux. Et on avalait même ces restes de momie. Alors, il y a eu un grand engouement pour cette médication qu'on appelait momie, et ce qui fait que les tombeaux des souverains égyptiens ont été pillés. Il n'y avait plus de momies, et vous avez raison, dès le XVIe siècle, les apothicaires ont commencé à fabriquer eux-mêmes leurs propres momies à partir de condamnés à mort. Quelle horreur, et le grand médecin Paracels, le grand médecin suisse Paracels, donne des recettes de comment fabriquer sa momie. Alors lui donne une recette à partir d'un condamné à mort jeune, évidemment, roux, si possible, parce que le sang des roux était considéré comme ayant de plus grandes vertus thérapeutiques. Alors il dit qu'il faut prendre les jambons du condamné à mort, les distiller avec des ingrédients aromatiques pendant tant de jours. Donc vous voyez, il y avait une fabrication de momies. Et donc on vendait ces produits à la population pour se protéger de la peste. Et il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour que certains médecins commencent à se révolter contre ce qu'ils appelaient une médication dégoûtante. C'est le cas de le Et dire. la momie a disparu de la pharmacopée, mais il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, ce genre de choses. Vous évoquez plutôt justement la peste, cette frénésie de la peste et de l'odorat. C'est vrai que très longtemps, on assimilait la peste à une odeur, en fait. La pestilence. C'est ça, empester. Empester. Ah oui. Dans le mot. C'est une peste. C'est une pestilence. Oui, Elle est dangereuse parce qu'en fait, tout son être est un miasme. Elle sent mauvais et elle affecte par sa puanteur. oui, Alors, c'est vrai. cette théorie du miasme, elle remonte à bien longtemps, à Hippocrate, il me semble. Elle remonte dès l'Antiquité, oui. Elle remonte en effet aux Grecs. Oui. C'est, comment il s'appelle c'est Pasteur qui va revenir un peu Pasteur, sur alors tout ça. Pasteur, justement, va mettre fin à cette peur du miasme C'est ça, hein. avec le microbe, Le microbe. Ouais. et les bacilles. Et C'est ça. voilà. Il faut attendre Pasteur. C'est la fin du pour que- 19e siècle. Enfin, c'est Voilà, incroyable. c'est hier. exactement C'est hier. ça. Mais pendant des siècles, on s'est battu contre les mauvaises odeurs parce qu'on pensait qu'elles pouvaient infecter les corps. Et qu'on était infecté simplement en respirant C'est ça. des mauvaises odeurs. C'était quand même formidable de penser ça. Le fameux pars vite et reviens tard, c'est-à-dire au moment de la peste, il faut s'enfuir, ce qui fait que Voilà. ça a répandu la peste un peu plus, ce qui est très intelligent. Exactement. Alors, de quelle façon est-ce qu'on luttait justement Contre la ces odeurs? peste. Oui. Alors, dès l'Antiquité, on lutte contre les mauvaises odeurs par le parfum. Hippocrate, le premier, lorsque l'épidémie qu'on appelait peste, mais c'était pas la peste proprement dit, mais c'était une épidémie très sévère. Quand cette épidémie a envahi Athènes, il a demandé aux habitants de dresser des bûchers de bois odorant et de brûler dessus des parfums
pour chasser l'épidémie. Vous voyez, donc ça commence avec Hippocrate. Et ça va continuer tout au long de l'histoire. Au Moyen-Âge, on lutte contre la peste avec des pommes de senteur. Oui. Le collège des médecins de Paris donne une recette de pommes de senteur à base de nombreux ingrédients aromatiques. Alors il faut assembler tous ces produits, les malaxer et en former une boule. Et dès qu'on sort dans la rue ou qu'on rencontre quelqu'un, on porte à son nez cette pomme de senteur. Il demande aussi de faire des fumigations. Des fumigations aromatiques. Alors, on s'en sert pour désinfecter les vêtements, désinfecter les maisons, désinfecter les personnes, ce qui cause d'ailleurs des accidents, parce que cette désinfection par le parfum provoque aussi des asphyxies.